Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à nous suivre en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougman, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougman, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Lutte contre le terrorisme Burkina Faso et diffusion des fake news sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Sécurité dénonce des agissements à caractère subversif portant atteinte à l'ordre public, à la cohésion sociale et au moral des troupes. Il met en garde les auteurs de ces fausses informations sur les réseaux sociaux. Le sujet enrôlé en cette convocation. Autre sujet enrôlé, la décision des chauffeurs routiers du Sahel de marquer un arrêt de travail sur l'axe Kaya-Dori. Il pointe du doigt la situation sécuritaire dans cette partie du Burkina Faso. Le décryptage de ces deux sujets, ça sera après les avant-propos. Pour cette partie, nous donnons la parole au juge Bougman. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est la crise Ukraine-Russie qui, sur le plan économique, continue d'avoir effectivement ses répercussions. Il y en a qui se réorientent parce que la crainte aussi, c'est le coût sur le pétrole, le baril du pétrole qui flambe, alors que on a les pays de l'OPEP, les grands producteurs y sont. Et déjà que le Venezuela avait accusé une fin de non-recevoir quand le président Biden a demandé à ce que le Venezuela augmente sa production de pétrole pour pouvoir combler le gap compte tenu de cette crise avec la Russie, et c'est un Venezuela qui a refusé, qui est resté dans les proportions de l'OPEP. Alors, ce qui vient d'être dit également, c'est que c'est la Chine qui a signé un contrat de 10 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite pour la construction de raffineries en Chine qui seront approvisionnées en pétrole russe. Donc, c'est-à-dire la Russie trouve également d'autres débouchés. Donc, c'est une bouffée d'oxygène pour Moscou. Donc, d'autres débouchés parce qu'il y a le commerce avec les Européens, mais qui se retournent vers d'autres horizons. Il y avait eu le projet Nord Stream 2 avec l'Allemagne, qui avait au début de l'opération militaire spéciale, suspendu effectivement ce projet-là. Donc, c'est une Chine également qui a trouvé une opportunité de venir. Mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faciliter les choses? Le contrat, c'est avec l'Arabie Saoudite. Alors que l'Arabie Saoudite, c'était un allié des États-Unis. Mais là, l'Arabie Saoudite a royalement ignoré, effectivement, parce que Biden également demande à l'Arabie Saoudite d'augmenter son niveau de production. Mais jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite n'a pas effectivement accédé à une telle requête. Donc ici, c'est aussi des pays qui ont trouvé une opportunité de pouvoir s'affranchir entre griffes de ces Occidentaux-là, parce que ce n'est pas aussi évident pour un certain nombre de choses. Maintenant, est-ce que réellement l'Arabie Saoudite pourrait tenir tête aux États-Unis jusqu'à un certain niveau, compte tenu des liens qu'il y a entre les deux? L'on ne sait pas, mais c'est sûr que c'est des pays aussi qui sont en train de comprendre. Mais en même temps, c'est une bonne opportunité pour la Chine et pour la Russie de se rapprocher davantage de la Chine, parce qu'un contrat de 10 milliards de dollars, ce n'est pas un petit pactole, mais des raffineries qui seront par l'Arabie Saoudite, mais c'est du pétrole russe. Donc c'est les trois personnes gagnent, alors que la Russie et l'Arabie Saoudite sont aussi des gros producteurs de pétrole au niveau mondial. Donc ici, j'ai dit, cette crise-là révèle beaucoup de choses sur les enjeux économiques, géostratégiques, géopolitiques. Reste à savoir si nous, Africains, nous tirons leçon pour éventuellement préparer l'avenir en fonction de ces réalités-là, qui ne s'embarrassent pas par moment d'un certain nombre de choses. J'ai dit que dans cette crise, l'humanité est en train de nous révéler sa grande laideur, de sa face hypocrite et mensongère. Et c'est ce que nous sommes en train de recevoir en plein dans le visage. Il y en a qui ont commencé à regarder et tirer leur épingle du jeu. Nous, Africains, je ne sais pas comment est-ce que nous regardons cela avec suffisamment d'intelligence pour pouvoir nous positionner conséquemment. Merci, juge Bougman. Juge Vaha. Oui, merci, président. Mon avant-propos va être
un coup de cœur, c'est celui d'un, on va dire, d'un compatriote, Dibedo Francis Kéré, qui obtient le prix Pritzker. On dit que dans le milieu que c'est le Nobel de l'architecture. C'est vrai qu'en la matière, je pense 2004, 2009, 2017, il a eu des prix qui étaient prestigieux, mais là, on est vraiment dans une autre dimension où on se rend compte que c'est le premier Africain notamment à qui échoua ce prix-là. Donc ce qui est une vraie fierté et qui dénote du travail qu'il a abattu. C'est vrai qu'il vit en Allemagne, certains me disent qu'il a été naturalisé, mais dans son travail, il n'a jamais oublié d'où il vient. Déjà par les matériaux avec lesquels il travaille, granit, terre, bois et tout. Et dans son ambition de donner aussi, quoi qu'on dise, du confort à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc dans les matériaux et dans les choix, ramener en termes d'accessibilité financière donc aux plus démunis le confort et le beau. Et ça, c'est quelque chose qu'il a bien réussi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec tout le travail qu'il a pu mener au fil de ces années-là, et il se voit décerner ce prix-là qui est pour les Burkinabés aujourd'hui une vraie fierté. C'est toujours intéressant d'entendre le nom d'un Burkinabé sonner aussi haut et montrer qu'on a vraiment de la ressource. Et c'est tellement inspirant parce que c'est quelqu'un qui va depuis très longtemps quand même en Allemagne. Mais vous savez, souvent, beaucoup, quand ils vont faire les études, ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient même ce qu'ils ont été. Et lui, c'est-à-dire que même avec le bagage qu'il a, le puriste qu'il est, il a toujours eu le devoir de mémoire de se dire comment est-ce que je fais et je mets en avant d'où je viens. Et c'est ce qui paie aujourd'hui et on ne peut que lui dire vraiment chapeau et toutes nos félicitations. Interpellation de juge Bougma et coup de cœur de Joshua. Merci pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Vous le savez, un rendez-vous du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, le colonel-major Omer Bationo, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, appelle les Burkinabés à plus de patriotisme et à lutter contre les fausses informations publiées et relayées sur les réseaux sociaux. Il indique que les auteurs ne resteront pas impunis. C'est dans un communiqué qui a été publié en tout cas et rendu public. Juge Va, ça ressemble déjà à quelque chose de déjà vu, ce communiqué-là. Oui, ça sonne évidemment comme du déjà vu. Et puis bon, pour ceux qui viennent d'arriver, quand on sait un peu comment, et on sait aussi ce qui a précédé, on est un peu surpris, mais pas que. Parce que quand vous regardez aussi, on se dit, est-ce que c'est le front Internet là qui est celui où on doit les sentir aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit sur ce front là qu'on a envie de les sentir d'abord. C'est sur la réponse sur le terrain. Parce que on apprend beaucoup de nouvelles qui ne sont pas bonnes pour ce qui est de certains Burkinabés qui se retrouvent dans certaines parties du Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, quand nous ouvrons nos plateaux ici, chacun vient partager ses peurs et ses turpitudes par rapport aux parents qui sont dans des zones auxquelles on n'a plus accès et qu'on ne peut même plus appeler et tout. C'est là où ils sont attendus. Et je pense aussi que pour ce qui est du régime passé, c'est là où à un moment donné aussi on s'est trompé, où certains lanceurs d'alerte étaient beaucoup plus possibles et on avait l'impression que le débat il était déplacé. On voulait casser le thermomètre parce qu'on ne voulait pas voir la fièvre qui montait et on a oublié que le mal ce n'est pas le thermomètre qui indique le degré de fièvre, mais c'est la fièvre qu'il faut faire baisser. Et là on s'est trompé, même jusqu'à interdire par exemple des manifestations et tout. Ce qu'on avait comme l'impression, c'était une volonté de musulmans, une volonté de garder les sentiments dans le tréfonds des gens. Et quand c'est pas comme ça, ce qui arrive c'est une implosion. Et ça, je pense que il faut tirer leçon de ces choses-là. Maintenant, je dis encore que c'est vrai qu'on a quelquefois des dérives sur les réseaux sociaux. Mais on a maintenant des textes qui encadrent ça déjà. Au lieu de dire maintenant on va plus tolérer, mais quand vous savez qu'il y a des comptes vérités, il y a des fake news qui sont balancés et partagés, je pense que il n'y a pas besoin de venir dire à quelqu'un à partir de maintenant là, celui qui vole les poulets là, on va plus pardonner ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des textes qui nous encadrent déjà.
Là où on attend en termes de sortie, c'est Djibo, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Le dimanche dernier, c'était la Compiègne, les fils qui animaient un point de presse, on les avait reçus ici. C'est des cris de cœur qui sont lancés à leur endroit, parce que depuis les premiers discours qu'ils ont eus, c'est cet espoir-là qu'ils ont créé. Il ne faudrait pas que la déception ait toute la grandeur de l'espoir qui a été suscité au départ. Je crois que c'est là où ils sont attendus. C'est sur les résultats en termes de réinversion des tendances dont tu nous parlais, en termes de territoires conquis. Je crois que c'est vraiment ça, et qu'on ne nous déplace pas encore comment dire cela, on ne nous déplace pas encore les problèmes. Et quand c'est comme ça, bien au contraire, je crois que c'est pas forcément de la bonne communication. Et puis le débat, encore une fois, il est déplacé. Mais je suis désolé, la photo qui a dérangé les Burkinabés aux premières heures des prestations de serment et investiture, c'était celle de quelqu'un, Maïga. À leur côté, quand on a dit MPSR, venez, on va prendre la photo. Il était là. Mais il n'y a pas... Qui a insulté le procureur dans ses postes? C'est lui. Il était à leur côté. Donc, quand on dit qu'on ne va plus rien tolérer, je ne crois pas que dans ces rangs aussi, on a arrêté, on prend des photos et avec des gens qui sont en train de fanfaronner ou bien en train de parader. C'est contradictoire. Et ça, je suis désolé, mais ça reste un peu en travers de la gorge. Donc quand on entend et on voit ça, on a l'impression qu'on veut casser du thermomètre. Bon, mais je pense qu'il y a des indélicats. Au lieu de prévenir, il faut agir vis-à-vis de ces indélicats-là. Mais ça ne va jamais freiner la réalité de ce que certains vont dire, ce qui se passe sur le terrain et comment ça ne va pas. Ça, il ne faut pas qu'ils pensent que ça va s'arrêter. Ça fait tomber un régime, c'est vrai, mais il faut tirer les leçons de cela. Alors, lutte contre le terrorisme et régulation des médias sociaux, c'est un caillou dans la chaussure des autorités déchues. Alors, on se rend compte que cette réalité est toujours là. Le communiqué nous rappelle qu'il faut en tout cas lutter contre le terrorisme, mais aussi réguler ces médias sociaux-là. Comment on le fait? Est-ce que vous êtes surpris par ce communiqué-là du colonel-major Omer Bationo? Non, pas du tout, puisque c'est un problème qu'on a refusé de régler, mais qu'on a trouvé la solution, c'était de le déplacer. Donc, on ne l'a pas réglé. Et même eux, ils sont venus par ça. C'est par ça, parce qu'il y a eu de la désinformation, il y a eu suffisamment d'intoxication et de la manipulation de l'information pour l'avènement du coup d'État. Et à leur arrivée, ces problèmes n'ont pas été réglés. Donc vous avez hérité, vous avez même profité de ce pourrissement-là sur les réseaux sociaux pour vous légitimer. Ça, il n'y a pas à tourner. Pour les révélations au niveau des marchés, de certaines indélicatesses au niveau du marché de l'armement, c'est venu par qui? Qui les a fait fuiter pour que quelqu'un qui se trouve à 10 000 lieues puisse les relayer avec force et détail jusqu'au numéro du chef de l'État? Nos autorités judiciaires en sont qui a branché pour le moment? Moi, je ne vois pas. Donc, la réalité, elle est là, implacable. Donc, ça dit que il y a même eu des attaques qui ont été annoncées avec des victimes et c'est pas vrai. On se contente de dire non, c'est faux, et puis ça s'arrête là. Donc, ça nous a suivis. On a un régime qui est arrivé aussi avec de la manipulation qui lui a été profité. Est-ce qu'il a été complice de ceux qui désinformaient le régime actuel ou pas? Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est clair et net, c'est que quand même, l'un de ceux qui avait fait le travail sur Internet, et je dis bien proprement, en faveur du coup d'État, est venu, il a posé avec eux et il est reparti. Ça au moins c'est un fait. L'autre fait majeur, c'est quoi? Aux premières heures de tir, au moment où on disait que c'était une mutinerie, nous nous sommes réveillés le matin, M. Maïga dit que ce n'est pas une mutinerie, c'est un coup d'État. Et annonçait le nom de celui qui allait prendre les rênes du pouvoir bien avant. Quand dans la nuit maintenant de dimanche à lundi, les choses ont pris une autre tournure, à notre réveil encore, on a vu les photos de M. Damiba partout, avec sa bio. Des stages qui ont été faits, ses exploits sur le front, et que c'est lui le nouvel homme fort. Jusqu'à ce que le MPSR apparaisse devant les écrans et que le capitaine Sitsore annonce qu'effectivement, confirme que c'est M. Damiba. Et comme l'a dit
Idrissa Nogo sur une chaîne de télé. Ils ont avec eux un des renseignements de classe mondiale. Et c'est Ibrahima Maïga, c'est ce qu'il disait ce week-end sur un plateau. Et ça, c'est vrai. Évidemment. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Certains ne publient plus sur les attaques qui ont eu lieu ou pas. Donc tout porte à croire que ceci explique cela. Et après, maintenant, il y a un communiqué qui tombe. Mais je ne sais pas si les autorités ont regardé les commentaires. Les commentaires sur le communiqué, 90% c'est grave. Ils vous ont dit non, c'est pas vrai. Vous plaisantez. La solution, ce n'est pas de menacer sur Internet. La solution, c'est de régler le problème sur le terrain. Vous blaguez parce que vous-même, vous avez hérité d'une telle situation. Je pense, s'ils partent de lire le commentaire qui vont avec ce communiqué-là, ça va donner une idée de ce qu'il y a comme situation. Maintenant, comment est-ce qu'on règle ça? La loi est là. On n'a même pas besoin d'un communiqué pour ça, je pense. De mon point de vue, on n'a pas besoin de sortir un communiqué. La loi est là. Le nouveau code pénal a été adopté depuis quand? À l'adoption, il y a eu beaucoup de bruit. Effectivement, les uns et les autres craignaient pour la liberté d'expression. Le régime Kaboré a été accusé à tort ou à raison de vouloir museler les médias, de vouloir museler les lanceurs d'alerte, de vouloir. Et il est même tombé sans museler quelqu'un. Quelques-uns ont été épinglés, après relâchés, il y a des procédures qui sont suivies ou pas, mais bref. En tout cas, sur la base de cette loi, je ne crois pas que quelqu'un soit suffisamment, comme on appelle ça, réduit au silence. Non, les uns et les autres ont continué. Il y en a qui ont même été condamnés et en la faveur du coup d'État qui sont ressortis dans l'ombre et qui parviennent à Ouagadougou. Mais ici, vous avez un procureur. Il y a toute la loi qui va avec. Est-ce qu'on a besoin de menacer que si quelqu'un part voler du bétail ou des téléphones portables, on va l'enfermer? La loi est là pourquoi? Ce qu'on appréhende pour des délits ou des crimes, là, on n'a pas besoin de lui prévenir. C'est arrivé même, certains disent qu'ils ne savent pas, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous ne respectez pas le feu tricolore parce que c'est votre toute première fois de venir à Ouagadougou, vous pensez que c'est quand c'est vert que vous devez vous arrêter, que c'est rouge que vous devez partir. Et à personne au feu, vous êtes sûr, vous décollez, le policier vous arrête, vous dites que c'est votre première à Ouagadougou parce que vous venez d'arriver de Thomas. Il dit écoutez monsieur, feu rouge, on s'arrête. C'est au vert qu'on passe. Parce que moi je ne sais pas, je viens d'arriver de Tougan ou je ne sais pas, mais il vous dit écoutez monsieur, nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes arrivé à Ouagadougou, enseignez-vous. Est-ce que le policier a besoin de sortir avec un communiqué pour se pavaner pour dire si vous vous enfreignez? Non. Ceux qui ont enfreint la loi, il faut les arrêter tout simplement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a besoin encore d'un communiqué de menace. C'est le remake MPP, c'est la même manière. Là aussi, on a passé le temps à prendre des communiqués. On dépose une loi à côté et puis on passe le temps à faire du communiqué. Mais quand le procureur a voulu mettre la main sur M. Maïga pour outrage à magistrat, parce qu'il a traité le procureur, je ne peux pas reprendre les termes ici, il l'a traité, et comment on appelle ça, il a insulté sur les réseaux sociaux. Le procureur de la République. Mais quand il est arrivé, il a posé avec le nouveau chef de l'État, dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas meilleure façon de fouler le droit ici, de ne pas respecter la loi. Ce n'est pas nous, c'est d'abord les nouvelles autorités avec. Mais selon les informations, quand le procureur a voulu effectivement activer, qui l'a protégé? Des gens ont assuré sa protection. C'est à Ouagadougou, jusqu'à ce qu'il puisse repartir. Mais après aussi, c'est vrai qu'après son départ, il a annoncé qu'il a tenté, il a échappé à 2 tentatives d'assassinat. Nous avions aussi eu ces informations. La question c'était, qui lui en voulait maintenant? Ses amis d'hier, ou bien c'est comment on appelle ça, c'est ceux du régime tombé qui se cherchent pour le moment. Donc on ne sait pas, mais il a dit qu'il a été l'objet de tentatives d'assassinat et puis bon, il est reparti et il précise qu'il n'a rien, il n'a pas de problème avec le chef de l'État, il n'y a aucun problème entre eux. Bon donc il y a pas donc ça va, ça allait entre vous. Bon maintenant les gens disent que ça ne va plus, il faut donner de la précision. Donc ces précisions là sont telles que ça saute quand même aux yeux. Ça saute aux yeux. Mais, bref, j'ai dit, mon colonel, le communiqué il est très bien. Mais la loi est là, il faut l'appliquer tout simplement.
et puis c'est tout. Les Facebookers vous disent et puis gagnez temps quoi. Sinon vous sortez se communiquer sur fond de menaces, on ne sait pas finalement ce que ça veut dire puisque la loi est là pour être appliquée. Il faut appliquer la loi pour qu'on puisse gagner, pour qu'on puisse avancer, c'est tout. Moi sincèrement, comme pour les autres délits, les autres crimes, on n'a pas besoin de communiquer pour rappeler. Pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Dès lors qu'il y a une opportunité de régulation et de faire appliquer la loi qui existe, on l'applique et on passe à toute autre chose. Nous sommes ici, par moment on est appelé par le CSC pour être entendu parce qu'on a proféré des propos. Comment on appelle ça, vérifier ou pas, en tout cas les médias défilent devant les régulateurs. Devant les régulateurs. Cette semaine, je crois qu'hier, il y a un média qui a été condamné solidairement avec quelqu'un qui a été épinglé pour diffamation, l'affaire Lota et les leaders du ballet citoyen. Bien avant, d'autres confrères ont répondu devant le même tribunal pour faire des diffamations dans l'affaire du maire du Pama. Il y avait 3 médias, il y a un qui a été, comment on appelle ça, pour faire nos constitués, mais les 2 autres, comment on appelle ça, ont été sanctionnés à hauteur de 1,5 million. C'est la loi. On n'a pas besoin de communiquer. Si des gens ont été épinglés, il faut le faire. Mais je comprends la gêne, comment on appelle ça, l'inconfort dans lequel se retrouvent les nouvelles autorités. C'est de dire on avait prévenu, mais comme vous n'avez pas suivi, écoutez, avant que vous n'arriviez, ces choses-là se faisaient. Vous êtes arrivé, si vous voulez mettre un point final, mettez un point final sur la base de la loi et puis cessez de prendre les communiqués, de mon point de vue. Parce que les Burkinabés savent, ceux qui sont sur les réseaux sociaux savent que c'est un espace, ce n'est pas un espace de non-droit. Pour preuve, 2015, l'affaire Rogaroga Wayuya, ils se sont trimballés devant entre un militant MPP et de la DFRDA, Tastas et Rogaroga. Ils sont allés devant. Je pense que c'était le tout premier procès Facebook de l'histoire du Burkina. Le verdict a été rendu à Ouaouia, à Ouagadougou ici. Quand certains activistes MPP ont comment on appelle ça, ont diffamé l'ancienne DG de la CNSS, l'affaire a fini en justice. C'est vrai que par l'intervention des cadres du parti entre eux, finalement, elle a retiré la plainte, les jeunes se sont excusés, mais ils sont allés devant les tribunaux. Donc pour des procès de réseaux sociaux au Burkina Faso, il y en a un l'appel, c'est plein. Tout récemment, l'affaire Abou Harouna Kabore, Aminata Racho dans l'affaire de boulangerie en Côte d'Ivoire, où le ministre a été accusé par Racho et d'autres activistes d'avoir blanchi de l'argent dans des boulangeries et d'avoir commis des malversations à hauteur de plus de milliards. L'affaire a fini en justice. Ils ont été condamnés, on passe à autre chose, mais c'est sur les réseaux sociaux. Ça se passe ici, vous ne voyez pas ça? D'accord. Alors, juge, c'est vrai, l'arsenal juridique existe. Pour beaucoup, il faut appliquer la loi, mais d'autres aussi estiment que la meilleure réponse qu'on puisse apporter, c'est travailler sur le terrain et donner des résultats. Vous savez, en la matière, ce n'est pas sorcier. Le monde, là, c'est un perpétuel recommencement et on n'invente pas, on se réinvente en s'inspirant de ce qui a été créé par avant et tout. À la fausse information, on oppose l'information vraie. Au déraisonnable, on oppose le rationnel. Au mensonge, on oppose la vérité. Il n'y a pas de débat. Il y a un chanteur qui disait ce qui a tué Macloclo, c'est ce qui a tué Maclacla. Si vous ne tirez pas les leçons, les mêmes causes là produiront les mêmes effets. Donc, regardez bien comment l'autre s'est comporté et puis il faut s'en inspirer. Ne faites pas les mêmes erreurs. Moi, quand on a écouté le discours du président d'Amiba, dès les premières heures, j'ai dit quoi? Il dit le discours, il a un bon contenu. Mais, quel que soit ce qu'on dira, l'UMPSR ou ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne pourront être jugés que sur ce qu'ils auront à glaner sur le théâtre des opérations, sur le terrain. C'est ce qui va légitimer les choses ou à un moment donné les délégitimer. C'est pas le débat sur Internet. Les premiers se sont trompés et voilà où ça les a menés. Ils ont dit arrêtez d'écrire, arrêtez de dénoncer, arrêtez de dire ceci. Ce n'est pas patriotique. Mais ils ont oublié que le problème c'est le terrain. On ne peut pas venir expliquer à quelqu'un son mal. Mais lui il le vit. Et puis vous ne pouvez pas le convaincre que ça va alors qu'il sait que ça ne va pas.
Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, il faut qu'on soit focus sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, là, c'est que les Burkinabés ont envie de plus d'espoir. Si les points de presse se poursuivent et se répètent, et sur les réseaux sociaux, il y a relayé à chaque fois les problèmes, c'est parce qu'il y a des problèmes. Si l'espoir commence à se faire sentir, les mêmes là vont relayer cet espoir. C'est ça la réalité. Maintenant, quand on nous dit, je lis quand on lit le communiqué, on parle de partage de propagande et tout. Qu'est-ce qu'on appelle propagande? Qu'est-ce qu'on met dedans? On parle de patriotisme. J'ai dit ici la critique constructive là, c'est l'expression d'un patriotisme. Être patriote là, ce n'est pas fermer les yeux sur tout ce qui est en train de se passer. Non, c'est accepter de dire des vérités pour que ça change. Et être patriote aussi, c'est avoir l'oreille attentive et accepter de la critique qui vient lorsqu'on la sent objective et apprendre de ses erreurs. Je crois que ça, c'est très important. On est en train de parler, même on parle d'information, parce que je parle d'information, des faits qui sont sur les réseaux sociaux, mais c'est comment ça fonctionne. Il y a plusieurs niveaux en matière de typologie d'information donnée. Il y a la désinformation, ça veut dire que la personne, elle sait que ce qu'elle publie là, c'est faux. Et elle le publie quand même. Il y a la mésinformation. L'information n'est pas vraie. La personne la publie de bonne foi. Et puis, il y a la malinformation. L'information peut être vraie, elle est vraie, mais elle est publiée à dessein pour nuire. Mais on a été dans la malinformation et quelquefois dans la désinformation. C'est cette conjugaison-là qui nous a mis dans ce dans quoi on est aussi. Des publications sur des éléments qui pouvaient être vrais, avec des preuves à l'appui, mais qui avaient un objectif bien précis. Je ne vais pas répéter ce que Bernard disait tout à l'heure. Certains ont été maîtres et champions de la chose. Donc, quand on a été à l'aise avec ça, et avec des gens qui ont fait ça, c'est difficile de venir donner la leçon aujourd'hui que on va taper sur tous ceux qui s'adonneraient à la désinformation et à la malinformation. Lorsque c'est cette conjugaison des choses-là qui nous a conduit aussi dans une certaine réalité aujourd'hui. Tout ce qui peut faire changer cela, et je le répète encore, c'est sur le terrain et les résultats probants. Ils n'auront même pas à sortir et dire quoi que ce soit, ils verront l'inversion des tendances. Maintenant, c'est vrai, je suis d'accord. On est à un mois, un mois et demi, 2 mois, on est dans une question de semaine, si on veut, de changement de régime. C'est un peu tôt pour dire que non, c'est cela. Mais on est tous pris à la gorge par la même réalité et le temps court contre nous, comme je le dis très souvent. Donc, il faut comprendre aussi que les gens ne soient pas patients. L'heure ne court pas de la même façon pour celui qui a le panari et puis celui qui est en train de manger ce qu'il aime. Ce n'est pas pareil. La question du temps, là, c'est à géométrie variable selon la sensation du moment. Et aujourd'hui, les Burkinabés sont dans la douleur et le temps, c'est quelque... Vous ne pouvez pas leur demander d'être plus patient que ça dans cette douleur qui est en train de les tordre de l'intérieur. Non, il faut y répondre. Et tant que les gens n'ont pas l'impression qu'il y a la réponse qui vient maintenant, aujourd'hui, on est dans un monde qui est connecté. C'est sur les réseaux où ils peuvent se faire entendre le plus qu'ils iront dire ce qu'ils pensent de ce qui est en train d'être fait. Et ça, vous ne pouvez pas les empêcher. Maintenant, je suis d'accord. Ceux qui y vont et qui se permettent de la malinformation ou de la désinformation, c'est des choses qu'on ne peut pas continuer de laisser faire, parce qu'il y a derrière aussi, quoi qu'on dise, une guerre communicationnelle et plusieurs dessins. Mais le problème, c'est que les mots ne pèsent que de la bouche de laquelle ça sort. Quand on écoute, on dit « Ah, donc vous aussi vous pouvez dire ça ». C'est ce que le Burkinabé s'est dit aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut lui en vouloir ? Est-ce qu'il faut lui en vouloir de dire on est un peu mal à l'aise parce que vous, on ne pensait pas que vous allez nous dire ça maintenant. C'est une mauvaise communication. S'il y a des fake news qui sont partagés et relayés par un certain nombre de personnes qui ont été identifiées, on a déjà des textes qui encadrent. Ils n'avaient pas besoin de sortir pour nous dire ça. On a l'impression qu'on est dans de la menace qu'on a déjà entendue, dans des termes qu'on a déjà vus. Et ça, pour moi, c'est pas bon. Alors, juge Bougman, pour beaucoup, cette montée du mercure sur les réseaux sociaux se veut aussi la manifestation, sinon la matérialisation d'un espoir un peu déçu. Est-ce que c'est aussi le regard que vous avez? Non, en réalité, nous sommes en train de rentrer dans un cercle qu'il faut arrêter, qui est vicieux, qu'il faut arrêter. Voyez-vous,
ceux qui sont tombés en 2014 n'avaient pas démordu. Et certains n'ont pas chômé jusqu'à ce que le président Kaboré lâche le pouvoir. Donc on est rentré dans un cercle de politisation, mais aussi de nuisance, jusqu'à ce qu'on arrive là. Regardez même à l'intérieur des partis, que ce soit à l'intérieur du CDP, que ce soit à l'intérieur du MPP ou même de l'UPC, les uns et les autres se sont combattus de façon féroce. Au niveau du MPP, pour couler X ou Y, on fait sortir la laideur de sa gestion. Mais en réalité, ce n'est pas qu'on demande une gestion saine. C'est pour le nuire. L'intention de départ n'est pas juste. Parce qu'en réalité, je le fais pour qu'il soit sanctionné, pour que je puisse arriver. Vous êtes sur la même branche. Sur les autres, au niveau du, je dis bien nous, au niveau du CDP, on a vu tout ce qu'il y a eu comme accusation entre eux. Et donc, aujourd'hui, des relais ont été utilisés sur les réseaux sociaux pour ça. Donc, il y en a qui sont rentrés dans la nuisance, mais c'est à dessein, c'est expressement fait. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'il y a, comme on appelle ça, une maison de religieuses encerclée par des hommes armés non identifiés, on appelle la gendarmerie au secours qui ne vient pas, et que les religieuses ne savent pas quoi faire. Et après, vous vous rendez compte que c'est faux. Et personne n'a bougé. Il y a un problème. Mais ça a été suffisamment relayé. C'était au Burkina ici. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a eu une attaque terroriste qui a eu lieu avec un bilan qui a été donné, on se rend compte que c'est faux. Il n'y a pas de sanction. Alors que la mauvaise information se répand plus rapidement que la bonne information. Regardons sur les réseaux sociaux. C'est les fausses informations, les informations perverses, les contenus qui ne sont pas normaux. C'est ça qui est partagé et relayé à profusion. Donc, mais le mal, il est déjà fait. Mais après, il n'y a rien. Donc, on est resté dans ça jusqu'à ce qu'on révèle certains pans des armes que nous avons. Rien. On fuite un certain nombre de documents à dessein. Je dis bien rien. Alors qu'il y a certains faits qui sont qualifiables de haute trahison. Et ça, c'est très grave. Des gens l'ont commis ici. Mais pavanent avec les autorités qui sont soit déchues ou les autorités actuelles. Ça saute aux yeux. Rien. Donc vous levez un matin, vous publiez un communiqué, vous voulez que les gens les autres l'accueillent comme. Ce n'est pas que les gens sont déçus et que et ceux qui sont tombés, je dis bien ceux qui sont tombés, ont aussi en leur sein des activistes qui sont aussi renseignés, qui sont aussi introduits. S'ils vont emboîter, comme on appelle ça, emboucher la même trompette, ce n'est pas bon. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes en train de rentrer dans un cercle qui est vicieux mais qui n'est pas bien. De nuisance en nuisance, on oublie après qu'on a un pays à préserver. Et c'est pourquoi j'ai dit réfléchissons nation, réfléchissons pays. Laissons tomber les questions, comme on appelle ça, religieuses, ethniques, appartenance socioculturelle, réseau. Tant qu'on mettra ces entités en avant, on ne pourra pas avancer. Alors qu'on a mis ces entités en avant. Ce qui fait que sur le plan politique, on privilégie d'abord son parti politique, on privilégie d'abord son bord idéologique avant toute autre considération. Donc, sur les questions politiques, c'est la même chose, c'est le même comportement. Et c'est ça que je dis qu'il faut arrêter. Et donc, l'État, et le communiqué dit que ça sape les fondements de l'État-nation. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais à la réalité aussi, pour ne pas répéter ce que Geoffroy a dit, il faut avoir du résultat terrain. Les mêmes là auront deux attitudes. Ou ils relèvent vos victoires, ou sur la boucle. C'est les deux, entre les deux. Ou ils relèvent pour dire que vous inversez la tendance, ou ils ne disent rien. Parce que c'est ça aussi le Burkinabé. Quand c'est bien, ils ne félicitent pas. C'est quand ce n'est pas bien, là seulement vous l'avez sur son chemin, il sait trouver les mots pour vous descendre davantage. Parce qu'il y en a aussi qui sont très forts. Qui sont capables de décourager un éléphant, comme le dit un professeur d'université. Mais dans le contexte où c'est bien fait, ils ne voient pas. Donc, c'est d'inverser la tendance par ça.
Les autres se lèvent le matin sur Facebook, c'est calme, c'est beaucoup plus les vendeurs, ceux qui font du business qui y sont, parce que vous êtes en train d'inverser la tendance et puis c'est des images de victoire qui pullulent, on n'a même plus besoin d'un tel communiqué. Donc, moi j'ai dit, première chose, on n'a même pas besoin de communiquer, vous appliquez la loi. Parce que pour appliquer la loi dans les autres segments, on ne fait pas sortir le communiqué. Pourquoi c'est quand c'est sur les réseaux sociaux qu'on doit sortir le communiqué? Ils savent. Deuxièmement, il faut inverser la tendance. Équilibrer le rapport de force et inverser la tendance. Mais tant que les hommes armés non identifiés vont déferler, des gens vont appeler, informer, et on leur dira, s'ils ne vous attaquent pas, laissez-les tranquilles, nous serons toujours dans cette même situation. C'est ça aussi la réalité. Je dis, la réalité, elle est là, implacable. On inverse les tendances. Et puis, on a des gens qui sont sanctionnés conformément à la loi. Et puis, on passe à autre chose. Pourquoi, sur les autres délits et crimes, on sanctionne ici, sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas sanctionner, alors que la loi existe pour ça? J'ai dit, je ne comprends pas jusqu'à présent. D'accord, il faut sanctionner, mais pour beaucoup, la sanction vient après les faits. L'autre levier qu'on a pour prévenir, c'est la régulation. Et comme on régule, c'est là le dilemme. Est-ce qu'il faut restreindre? On a vu la coupure d'Internet au Burkina, ce que ça a soulevé comme tollé. Finalement, c'est un dilemme. Comment on gère tout cela, juge Va? Bon, je crois que ce n'est pas parce qu'on a une place publique où on a convenu que si quelqu'un a un problème, parce que là-bas la voix porte, qu'il vienne le dire et que tout le monde l'entende, et qu'à un moment donné, comme on s'est dit que bon, il y a trop de plaintes, on l'enlève, ça veut dire que justement les plaintes là sont finies. C'est le moyen d'expression là que vous avez enlevé. Mais si vous ne voulez pas entendre, le jour où vous allez l'entendre, ça sera trop tard. C'est ça la réalité. Et je crois que, je le répète, il faut toujours tirer les leçons. Et puis en plus, ce n'est même pas d'un passé lointain. Regardez, et c'est ce qui est risible. Vous allez inquiéter des gens. Parce que bon, ils auront donné des fake news et tout. Ce qui n'est, et je le répète, pas normal. Et ce qui est condamnable. Mais dites-moi, ceux qui étaient spécialistes du matin au soir en type d'information diffusée, allez sur leur profil, ils ne publient plus. Si ce n'est pas des dons, ou bien ils sont passés à autre chose. En tout cas, bon, maintenant, beaucoup sont, ils sont focus sur les questions de désignation parce qu'ils doivent aller à l'Assemblée législative de transition. Non, on dirait que ça va maintenant au pays, il n'y a plus rien. Ceux-là, si vous partez sur leur profil, non, c'est fini, il n'y a plus d'attaque au pays. Mais c'était eux qui, du matin au soir, inondaient la toile d'informations plurielles, fort des fois dans la malinformation, dans la désinformation ou quelquefois dans la mésinformation, mais ils en étaient les spécialistes. Donc ceux-là, ils sont plus condamnables. Alors qu'on a toujours le story, on a toujours dans le fil d'actualité toutes les fausses informations qu'ils ont eu à donner et tout et tout. Maintenant, il y a ceux aussi qui sont tombés. Donc il y a ceux qui sont devenus aussi, ceux qui nous disaient hier que ça va. Ils sont devenus aussi les spécialistes aussi des nouvelles informations. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Donc la loi là, il y a un tenté où, parce que j'ai l'impression que c'est ça, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on faisait, on ne fait plus. Celui qui le fait, on va taper. C'est quand même bizarre. Il y a une illogique forte dans tout ça. Mais c'est pas ça même le problème. C'est que pour moi, c'est une mauvaise communication. C'est une très mauvaise communication. Parce que le peu de sympathie, parce que quand vous regardez, depuis, il y a une sympathie qui est en train de s'effriter. Ça, disons-le de façon très claire. En un temps record, quand vous regardez, le capital sympathie, il s'effrite. Et il est allé comme peau de chagrin, mais vraiment trop rapidement. Mais c'est normal. Parce que le contexte dans lequel ils sont venus, c'est un contexte très difficile. Et on sait que manœuvrer, ça allait être vraiment pas simple. Mais quand de l'intérieur, vous avez fait le diagnostic de ce qu'il y a l'incapacité pour celui qui est là à trouver des solutions et qu'il faut passer à autre chose, c'est que vous venez avec cette autre chose. Donc vous venez avec une longueur d'avance. C'est pour ça, vous savez, comme on dit, qui aime bien châtie bien, parce qu'on est rigoureux avec celui qui nous a donné beaucoup d'espoir. La déception, elle est toujours arrimée à l'espoir que vous avez créé. Quelqu'un à qui vous n'avez pas donné d'espoir ne peut pas être déçu de vous. S'il est déçu, c'est parce qu'il a cru en vous. Donc, ne cherchez pas
Ne cherchez pas dans son regard la faute. Demandez-vous qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il soit déçu. Qu'est-ce que je dois faire pour regagner sa confiance? Je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Et pour gagner la confiance des Burkinabés, c'est qu'on n'apprenne plus beaucoup d'autres choses. Et que concrètement, on sente que ça bouge sur le terrain. Peut-être qu'ils font des choses, mais en tout cas, la communication qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas la bonne. D'accord. Nous allons passer à un tout autre sujet, mais dans le même registre. Les chauffeurs routiers du Sahel ne se sentent plus en sécurité sur l'axe Kaya-Dori. Ils ont par conséquent décidé de marquer un arrêt de travail. En tout cas, juge Bougma, c'est un coup dur pour les habitants de cette partie du Burkina, au regard de ce qu'ils vivent déjà. Oui, il faut d'ailleurs féliciter les routiers, les transports routiers de cette zone, parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas simple, compte tenu de la recrudescence des attaques et aussi de l'ampleur des menaces. Donc, c'est comme c'est allé aussi, c'est comme les autres localités qui ont été asphyxiées, c'est la même stratégie. Ça commence par des menaces, après vous voyez des hommes armés non identifiés qui circulent, et après on passe à l'action, et finissent, ça s'arrête. Et ça a été comme ça. Djibo a été à un moment donné comme ça. La zone de Solham-Mansila, c'était pratiquement comme ça, jusqu'à ce qu'un convoi humanitaire arrive à y aller. Et Titao, c'était aussi pratiquement comme ça, jusqu'à ce que un convoi humanitaire également arrive à rentrer. Dori. L'axe de Kaya-Dori aussi, c'est le même scénario. Donc, c'est la question fondamentale qu'on se pose, c'est comment et pourquoi, malgré le fait qu'on ait des gens qui ont fait l'école de guerre, qui ont fait toutes les... quand on présente leur CV, ça fait pâlir. Et on n'est pas dans l'anticipation pour savoir qu'après telle localité, ça risque d'être telle localité, compte tenu du fait que le scénario, c'est le même pour aboutir au même résultat en face. Donc, indifférence, inaction, complicité, sabotage ou impuissance. En fait, c'est autant de questions qu'on se pose et on n'a pas les réponses. Ou bien c'est de l'impuissance vraiment. Parce qu'ici, on n'a pas un problème de renseignement. On n'en a pas. Du temps de l'ANR de Ouedraogo, comme du temps de l'ANR actuel de Nyon, on n'a pas un problème de renseignement. Pourquoi? Parce que même quand les hommes armés non identifiés la bougent, les populations informent. Elles informent les forces de défense et de sécurité. Elles informent certaines personnalités qui sont fils de la localité et filles de la localité, qui répercutent l'information à qui de droit. À plusieurs reprises, il y a eu ce genre de témoignages. Mais Solhan, c'était pareil. L'information est donnée avec ou sans ANR, puisqu'ils bougent dans des localités où les gens les voient. Et la première autorité en général qu'ils appellent, que le conseiller municipal. Parce qu'il y a des conseillers municipaux qui sont toujours là-bas. Ceux qui n'y sont pas, les populations les appellent. Dit monsieur le maire que le maire également, il a le numéro d'une autorité, soit le député de la zone. Mais ce qui est sur de fil en aiguille, l'information parvient à qui de droit? Au ministre, à l'état-major, à tous ceux qui sont dans l'opérationnel. Mais l'action va se commettre sans que parfois personne ne bouge, sans qu'on ait pu arrêter. C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que c'est une impuissance, c'est une faiblesse de feu? J'ai dit non aussi parce que notre actuel ministre d'État, ministre de la Défense, a dit qu'on n'a pas un problème d'armement, que parce que c'est les mêmes armes que les terroristes utilisent. Donc ce n'est pas une question d'armement. Maintenant, c'est quoi maintenant? Enfin, on n'a pas des hommes, c'est le nombre d'hommes maintenant qui fait la différence. En tout cas, le ministre de la Défense, à plusieurs reprises, a dit que franchement, ce n'est pas un problème d'armement. Non. On est bien armé, on est bien équipé. C'est le ministre de la Défense qui l'a dit. Donc la question maintenant c'est le rapport de force. Si ce n'est pas la puissance du feu, c'est le nombre d'hommes maintenant. Parce que c'est les mêmes armements. Ce qui est déterminant, c'est maintenant le nombre de combattants. En fonction du nombre d'hommes alignés. Et puis la détermination parfois qui va avec. Souvent aussi, il y a ces questions de mental là qui vont avec. Maintenant, j'ai dit la crainte aussi dans cette situation, c'est quoi? S'il y a des gens qui ont été complices pour que ça arrive, le problème
ça risque également de se retourner. À un moment donné, il risque d'avoir un problème entre les acteurs d'hier. Donc les transporteurs ont effectivement, parce qu'ils exposent des gens. Le patron, lui, il est calé quelque part. Mais celui qui conduit le véhicule, c'est son employé, qui prend des risques avec lui. Il expose également sa vie. Et c'est lui, le patron, qui est responsable de ça, parce que c'est sa société. Hein. Donc, c'est son business. Si ça arrête, c'est même pas bien pour lui. Vous êtes patron d'un transport en commun, c'est en fonction des rentrées journalières que vous payez à la fin du mois. Ah oui, puisque c'est la source principale des revenus. Vous transportez des hommes, vous transportez des marchandises. Mais si vous n'arrivez plus à faire ça, il y a combien d'employés qui vont rester sur le carreau? Comment est-ce que vous allez vous débrouiller pour maintenir ces emplois-là en attendant que la route se dégage? Pendant ce temps, la maintenance des véhicules en Faucon, vous les redéployez ailleurs. Vous allez faire comment? Alors qu'il y en a qui ne desservent pas autre localité. Donc c'est un véritable problème qui est posé. Donc les transporteurs, c'est comment est-ce que eux-mêmes ils vont survivre? Comment sauver l'entreprise, sauver les emplois et les employés? Comment, au cas où effectivement vous êtes en chômage technique ou en suspension de contrat, comment est-ce que vous vous débrouillez en attendant que les choses se calment? Donc l'urgence de rétablir l'intégrité du territoire, l'urgence de rétablir la sécurité, elle est plus que préoccupante et doit être au-delà de toutes ces bagarres de postes qui peuvent aller au gouvernement, qui peuvent aller à l'Assemblée législative de la transition. Alors, juge Vahan, cette décision des transporteurs du Sahel est très difficile au regard des implications justement que ça peut occasionner, mais c'est une réaction assez légitime pour beaucoup de Burkinabés. Oui, on ne va pas leur demander d'aller outre mesure, risquer ce qu'ils ont de plus cher, c'est leur vie. S'ils ne sont pas en vie, ils ne pourront pas transporter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et moi, le point de presse là, c'était animé par Aziz Zoungrada, qui est le président donc de ces chauffeurs-là du Sahel. Il a donné quand même beaucoup d'éléments qui permettent de se faire une lecture nette. Il parlait du cas de beaucoup d'entre eux qui faisaient par exemple Ouaga Binda 2 fois par semaine. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas le faire une fois par mois. Ils disent que ça fait près de 10 jours, ils ont des dizaines de camions à Bourzanga, ils ne peuvent pas avancer. Et ils sont obligés, pour beaucoup, quand ils arrivent, faire 5-6 jours dans la zone la plus sûre et puis attendre qu'il y ait un convoi pour pouvoir suivre. C'est comme ça que les gars travaillent. Ils parlent aussi d'une autre réalité. Ils ne disent pas qui fait le racket ou quoi, mais ils parlent de Ouagadori. Ils n'ont pas moins de 11 postes où ils doivent payer 2000 francs par poste. Donc vous voyez ce que ça fait. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour acheminer. C'est pas que du transport de choses, hein, c'est pas que du transport de personnes, c'est aussi de marchandises, parce que les populations là-bas, elles attendent qu'on puisse venir leur donner le peu qui pourrait traverser ces zones d'insécurité, là, qu'ils puissent avoir à manger. Eux, ils le font parce qu'ils ont aussi des parents, et puis bon, c'est une question de commerce, et donc d'une façon ou d'une autre, ils en tirent un certain gain, mais c'est vraiment avec cette insécurité-là, c'est avec tous les risques qui vont avec. Donc quand vous les écoutez, c'est un peu à leur corps défendant qui disent que il faut qu'ils suspendent le temps que l'autorité ait un œil plus regardant sur ces axes-là. Ça, on ne peut pas leur dire non, c'est pas patriote c'est pas patriotique que de vouloir laisser ces gens-là. On a vu dans ce Burkina là où on a donné des alertes, les gens ont dit que c'est minier, on peut pas partir. Donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a été formé à l'art de la guerre et dont certains sont des mineurs, d'autres sont ceci, d'autres sont cela, qui réchignent à joindre une destination parce que il y a une insécurité qui est totale. On ne peut pas demander alors à un civil qui lui est démuni devant tout ça là de braver ça chaque jour. C'est vraiment c'est des héros chaque jour en fait. Sinon, c'est compliqué. Et maintenant, il faut imaginer quelle sera la situation des personnes qui se retrouvent dans des zones qu'on ne pourra plus desservir. C'est les affamés. Et c'est ce que les terroristes sont en train de faire. Quand on a parlé du cas de Djibo, c'est revenu. C'est-à-dire, on filtre les entrées et à un moment donné, l'étau s'est resserré autour de vous, c'est fini. Vous êtes obligé vous êtes répartisé.
Et ça, c'est la réalité d'une bonne partie du Burkina. Et c'est pour ça, c'est en lien avec le premier sujet, c'est pour ça que sur les réseaux et partout, les gens ne font que mettre la pression parce que ça ne va pas. On a l'impression que ils sont beaucoup plus en train de gagner du terrain. Alors que bon, on s'est dit, bon, on parle de terrorisme, mais quand on regarde le cas burkinabé, ou même dans notre zone là, nous qui partageons les mêmes frontières, ce n'est pas la même chose que ce que nous on a vu c'était Cappuccino, non? À ce moment, je me rappelle, j'étais à quelques heures de mon journal et puis j'entendais papa. Mais nous on a regardé, ceux qui étaient venus n'étaient pas venus pour repartir, hein. Ceux-là, ils sont venus. C'est le sacrifice suprême. Ils n'étaient pas venus pour repartir. Après, le véhicule avec lequel ils sont venus, ils l'ont brûlé sur place, ils ont commencé à tirer. Ils n'étaient pas venus pour repartir. Mais les gars qu'on a souvent là-bas, là, on ne sait pas si c'est une djihadisation du banditisme ou bien une banditisation du djihadisme, comme le disent certains. Mais quand vous regardez, c'est des gens qui tiennent à leur vie. Hein. Ils tirent et puis ils se cherchent. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. On n'est pas dans la même réalité. Mais même ceux-là, on a vraiment du mal face à eux, qui se promènent en moto, qui sont en cohorte de fois 120, c'est selon, qui entrent dans des marchés, qui donnent des messages aux gens, qui ressortent et qui repartent. C'est face à ces gens-là qu'on est aujourd'hui. Et c'est face à eux que se trouvent les transporteurs. Ils sont dans des parties où, quand ils arrivent, ils se disent que l'État n'est plus là. C'est toi. Si quelque chose t'arrive, c'est fini, c'est toi. On t'aura peut-être au bord de la route, c'est même pas sûr qu'on saura que tu es mort, mais ça sera que toi. Et ça, c'est vraiment une situation qui est vraiment qui fait beaucoup réfléchir. Et je dis encore, derrière ce terrorisme qu'ils font chaque jour, on ne peut pas leur demander de prendre des risques outre mesure. La seule solution, c'est qu'on ait vraiment plus de sécurité. Et puis, quand vous regardez, ça fend le cœur. C'est la pensée qu'on a pour ces populations qui ne seront plus desservies. Elles vont manger quoi? Parce que quand vous êtes dans l'heure du cyclone de la menace terroriste, vous ne partez plus au champ. D'ailleurs, même vos bétails et tout là, ils viennent, ils ponctionnent ce qu'ils veulent, jusqu'à ce que peut-être vous allez fuir le coin. C'est ça la réalité. Ils vont manger quoi? D'accord. Alors, juge va rappeler un peu les arguments qui ont été donnés pour aboutir à cette décision-là. C'est un cri de cœur des transporteurs et également un appel aux autorités. Oui. En fait, je ne sais pas s'il n'y a pas meilleur appel. Cri de cœur que cela, donc c'est un appel qui est lancé, mais je pense que c'est aussi les autres localités qu'il faut commencer aussi à surveiller. Je dis, regardons la progression et comme certaines localités sont tombées, c'est le même mode opératoire. Donc avec les stratèges que nous avons, je suppose qu'on en a, si on s'assoit, on prend un stylo, on se concentre, c'est facile de prévoir. Parce que, j'ai dit, on n'a pas de problème de renseignement. Puisque les positions sont connues et annoncées avant. Les cartographies sont faites, tout ça. Mais après, on ne voit pas du résultat. Alors la question c'est, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'interpellation faite au gouvernement, elle est claire. Parce que ce qui se profile maintenant à Dori, sur le plan humanitaire, ça va être très compliqué. D'abord, c'est très long. Et ensuite, il y a plusieurs autres localités. Donc, ce qui fait que c'est très difficile. Mais j'ai dit, comme vous l'avez si bien posé comme question, c'est une interpellation qui est faite au gouvernement. Et il n'y a pas, je dis, il n'y a pas meilleure façon de dire que franchement, je ne peux pas, je laisse tomber. Donc, il faut les aider à ce que les uns et les autres puissent se reprendre. Arrêt de travail des chauffeurs routiers du Sahel et mise en garde du ministre de la Sécurité sur la publication de fausses informations sur les réseaux sociaux. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour cette convocation. C'est ici que nous allons mettre un point final à la présente émission. Merci, messieurs les juges. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Vous le savez, c'est jeter un regard, en tout cas critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.